Le premier coup de feu a retenti dans le restaurant à 21h47, provoquant la panique générale parmi les clients qui se sont jetés à terre. Tous, sauf Keisha Williams. La serveuse de 28 ans a continué calmement à ranger la vaisselle sale sur son plateau, comme si les balles qui sifflaient à côté de sa tête n'étaient qu'un désagrément de plus dans sa journée. 3 hommes masqués ont crié des ordres contradictoires tout en pointant leurs armes sur les clients terrifiés du Tony S. Dîner, un petit restaurant routier qui servait les camionneurs et les voyageurs depuis plus de 30 ans. Tout le monde par terre. Maintenant, vos portefeuilles et vos téléphones portables sur la table. A hurlé le chef, la voix tremblante d'une nervosité amateur. À la façon dont il tenait son arme, trop haut et d'une main mal assurée, il était évident que ces types n'avaient jamais fait ça auparavant. Ses baskets neuves avaient encore l'étiquette collée sous la semelle et son masque de Batman bon marché glissait sans cesse sur son visage en sueur. Le général Marcus Thompson, vétéran de l'armée américaine depuis 30 ans, observait cette scène surréaliste depuis sa table dans un coin. Il avait connu les combats en Afghanistan, les opérations de sauvetage en Irak, des situations où des soldats entraînés s'effondraient sous la pression, mais il n'avait jamais rien vu de tel. Alors que des hommes d'affaires en costumes coûteux pleuraient comme des enfants et suppliaient pour leur vie, cette jeune femme noire restait immobile, comme une statue de bronze. Tony Marcelli, le propriétaire italien de l'établissement, rampait derrière le comptoir pour atteindre le bouton d'alarme silencieuse. Ses grosses mains tremblaient de manière incontrôlable, tandis qu'il faisait tomber des serviettes sur le sol. Sa femme, Donna Rosa, priait le rosaire à voix basse, recroquevillée sous la caisse enregistreuse, ses larmes tombant sur les billets de $20 éparpillés sur le sol. À la table près de la fenêtre, une famille de touristes du Midwest serrait dans ses bras ses jeunes enfants, qui pleuraient trop fort pour la situation. Le père, un cadre dans une compagnie d'assurance de l'Ohio, murmurait des promesses désespérées tout en protégeant sa femme de son corps. « Tout ira bien, répétait-il comme une litanie, plus pour lui-même que pour sa famille. Keisha avait grandi dans les quartiers les plus dangereux de Détroit, où les coups de feu étaient la bande sonore des dîners en famille. À 16 ans, elle avait vu son frère aîné se faire exécuter devant leur porte pour une dette de drogue qui n'était même pas la sienne. 5 balles dans la poitrine, tandis qu'elle regardait depuis la fenêtre du 2e étage, incapable de crier ou de bouger. À 19 ans, elle avait échappé à un ravisseur qui l'avait retenue en otage pendant 3 heures dans un sous-sol abandonné, le convainquant que personne ne paierait de rançon pour elle jusqu'à ce qu'il se désintéresse et s'en aille. À 22 ans, elle a sauvé 5 enfants d'un incendie criminel dans son immeuble, les portant chacun sur son dos dans les escaliers alors que les flammes envahissaient les étages supérieurs. Les pompiers l'ont trouvée assise sur le trottoir, en train de confectionner des bandages de fortune avec des morceaux de son propre t-shirt pour soigner les blessures des enfants. Lorsqu'on lui a demandé comment elle avait pu rester calme, elle a simplement répondu « La panique tue. Réfléchir sauve la vie ». Pour elle, le danger n'était pas une situation d'urgence, c'était juste un mardi comme les autres. « Et, toi, la fille noire là-bas, tu es sourde ?» cria le 2e agresseur, un jeune homme maigre qui ne devait pas avoir plus de 20 ans. Son masque de Joker était mal ajusté et glissait constamment sur son visage en sueur. Le pistolet qu'il tenait dans ses mains tremblait tellement qu'il était miraculeux qu'il ne se soit pas encore déclenché accidentellement. Keisha finit par se retourner, avec la même aisance que quelqu'un qui termine une journée de travail normale. Elle plia soigneusement le torchon qu'elle tenait et le posa sur le comptoir, chaque mouvement étant délibéré et contrôlé. C'est alors que le général remarqua quelque chose d'extraordinaire. Ses yeux ne montraient aucune trace de peur. Au contraire, il y avait là quelque chose qu'il reconnaissait, le calme mortel de quelqu'un qui avait affronté des tempêtes bien pires et qui avait survécu pour raconter son histoire. « Excusez-moi, c'est à moi que vous parliez ?» demanda Keisha d'une voix aussi sereine que si elle demandait si quelqu'un voulait encore du café. Elle inclina même légèrement la tête, comme une enseignante patiente attendant qu'un élève reformule sa question. Le 3e agresseur, le plus grand du groupe, rit nerveusement. Quelle folle! Elle doit être en état de choc. Il agita son arme dans sa direction, mais ses mouvements étaient hésitants, comme si son calme inhabituel le mettait profondément mal à l'aise. Son instinct de survie lui disait que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette scène. Mais le général Thompson connaissait le choc, et ce n'était certainement pas un choc. Au cours de ses années de service, il avait appris à reconnaître les signes. Mains tremblantes, respiration irrégulière, regard vague, transpiration excessive. Keisha ne présentait aucun de ces symptômes. C'était tout autre chose. C'était la posture de quelqu'un qui calculait, évaluait, attendait le bon moment pour agir. À la table voisine, la famille Henderson, de riches touristes de la banlieue du Connecticut, observait la scène avec horreur et un soupçon de racisme à peine dissimulé. « Elle doit être habituée à ce genre de choses », murmura Madame Henderson à son mari, en ajustant son collier de perles de luxe tout en se recroquevillant derrière sa chaise. « Ces gens ont grandi avec ça, non ?»
Ils doivent avoir une sorte de résistance naturelle à la violence. Monsieur Henderson acquiesça, comme si la pauvreté et la violence étaient des synonymes naturels dans la vie de personnes comme Keisha. Il ne se doutait pas que cette simple serveuse était diplômée avec mention en psychologie de l'université Wayne State, parlait couramment 3 langues et ne travaillait là que pour économiser suffisamment d'argent afin d'ouvrir son propre cabinet de thérapie communautaire. Ils ignoraient également que Keisha avait remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Le premier agresseur vérifiait son téléphone portable toutes les quelques secondes, le deuxième gardait sa main libre près de la sortie arrière à tout moment, et le troisième, censé être le plus calme, avait une tache humide sous le bras de son t-shirt. Ce sont des signes que toute personne ayant déjà vécu des situations de vie ou de mort reconnaîtrait immédiatement. « Écoute-moi bien, princesse », grogna le chef en s'approchant dangereusement de Keisha. « Donne-moi ton pourboire de la soirée et fais exactement ce que… » C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Keisha sourit. Ce n'était pas un sourire de peur ou de soumission, mais le genre de sourire qui apparaît sur le visage de quelqu'un qui connaît un secret trop puissant pour être révélé avant que le moment ne soit venu. Le général Thompson sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait vu ce même sourire sur le visage de soldats chevronnés quelques instants avant qu'il ne renverse complètement la situation. Ce que personne ne savait, c'est que Keisha Williams n'était pas une simple serveuse. Derrière son apparence simple, elle cachait des secrets qui allaient transformer cette nuit de terreur en un événement que personne n'oublierait jamais. Des secrets qui allaient faire regretter à 3 agresseurs amateurs d'avoir mis les pieds dans ce restaurant. Car parfois, sous-estimer la mauvaise personne peut être la dernière erreur de sa vie. Si vous appréciez cette histoire de courage et de mystère, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer dans les prochaines minutes remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur les héros improbables et sur la façon dont une simple serveuse peut transformer sa plus grande faiblesse apparente en une arme redoutable contre ceux qui la sous-estiment. Tu sais quel est ton problème, petite fille. Le chef des voleurs s'avança lentement vers Keisha, traînant les pieds dans une tentative pathétique de paraître intimidant. Vous, les gens de ce quartier, vous vous croyez toujours plus malins que les autres. Le masque de Batman glissa à nouveau sur son visage en sueur, révélant une partie d'un tatouage mal fait sur son cou, le genre de travail amateur que l'on se fait faire dans le garage d'un ami pour $50. Keisha le remarqua immédiatement. C'était le tatouage d'un gang local de Détroit, les mêmes symboles qu'elle avait appris à reconnaître dans les rues où elle avait grandi. « Tu dois penser que c'est une blague, n'est-ce pas ?» continua-t-il en pointant son arme directement sur son visage. « Que tu peux rester là, l'air supérieur, à nous regarder comme si on était des idiots. » Le général Thompson observait le drame qui se déroulait avec fascination. En 30 ans de service militaire, il avait appris à lire les gens sous pression, et quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer ici. Keisha n'était pas seulement calme, elle évaluait, cataloguait chaque mouvement, chaque mot, chaque faiblesse des 3 hommes comme un prédateur étudiant sa proie. Le deuxième agresseur, un jeune homme maigre nommé Jake, s'approcha d'une table voisine où un couple de personnes âgées s'étreignait de terreur. « Et, grand-père, où est ton portefeuille ?» Ses mains tremblaient tellement que l'arme vacillait dangereusement. « Et toi, grand-mère, ces bijoux. Enlève-les tous. » La vieille femme sanglotait en essayant d'enlever son alliance, qui était coincée sur son doigt enflé. « Je t'en prie, jeune homme, cette bague n'est pas sortie depuis 20 ans. Ses larmes tombaient sur ses mains arthritiques qui luttaient désespérément contre l'anneau d'or. « Coupe-lui le doigt alors !» cria le troisième agresseur, riant de sa propre cruauté comme s'il s'agissait de la blague la plus drôle du monde. Il était évident qu'ils essayaient de s'impressionner les uns les autres, escaladant la violence sans véritable but, comme des adolescents testant leurs limites. C'est alors que Keisha reprit la parole, sa voix tranchant l'air comme une lame acérée. « Vous êtes du gang des serpents rouges, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les 3 hommes se figèrent complètement, leurs masques semblant soudainement insuffisants pour cacher la surprise qui se lisait sur leurs visages. Même les autres clients cessèrent de sangloter pendant un instant, sentant que quelque chose de fondamental avait changé dans l'atmosphère. « De quoi tu parles ?» balbutia le chef, mais sa voix trahissait une panique à peine contenue. Tout son corps se raidit, comme s'il avait été pris en flagrant délit de quelque chose de bien plus grave qu'un simple vol. Keisha pencha la tête, comme une enseignante patiente expliquant une leçon évidente à des élèves particulièrement lents. Le tatouage sur votre cou, 3 serpents entrelacés avec une goutte de sang au centre. La façon dont vous vous êtes positionné depuis votre arrivée. Vous avez toujours laissé la sortie arrière libre, sans jamais bloquer votre voie de fuite. Et surtout, dit-elle en désignant discrètement le 3e voleur, la façon dont votre ami là-bas vérifie son téléphone portable toutes les 30 secondes. Vous attendez un message de quelqu'un, n'est-ce pas ? Le général Thompson sentit les poils de sa nuque se hérisser. Cette femme ne se contentait pas d'observer, elle décodait toute l'opération en temps réel, comme un analyste du renseignement militaire démantelant la stratégie d'un ennemi.
Ta gueule, grogna le chef, mais son autorité était clairement ébranlée. Comment une simple serveuse dans un restaurant routier pouvait-elle en savoir autant sur leurs opérations? Comment avait-elle identifié des symboles que même la police locale n'avait pas réussi à déchiffrer complètement? Ce que les voleurs ignoraient, c'est que Keisha Williams avait passé 5 ans à travailler comme consultante informelle pour le département de police de Détroit, aidant à identifier les schémas comportementaux des gangs locaux. Sa thèse de maîtrise en psychologie criminelle portait précisément sur ce type d'analyse comportementale, étudiant la manière dont les organisations criminelles utilisaient le langage corporel et les symboles pour communiquer en interne. Elle avait grandi en observant ces mêmes schémas dans les rues de son enfance, où reconnaître les signes de danger était une question de survie. À l'âge de 12 ans, elle pouvait dire quand une situation était sur le point d'exploser rien qu'à la façon dont les hommes se tenaient au coin des rues. À 15 ans, elle pouvait prédire les fusillades entre gangs plusieurs heures à l'avance, simplement en observant de subtils changements dans le code vestimentaire des gangs rivaux. « Laissez-moi deviner », continua Keisha, comme si elle discutait des options du menu, « vous êtes nouveau dans le gang et c'est un test, n'est-ce pas? Quelqu'un vous a envoyé pour prouver que vous êtes capable de faire du vrai boulot. C'est probablement votre première grosse mission. » Le deuxième agresseur, Jake, baissa légèrement son arme, plus confus qu'agressif. « Comment tu ?» Sa voix était presque un murmure, comme s'il voyait un fantôme. « Tais-toi, Jake !» explosa le chef, mais le mal était fait. Il avait non seulement confirmé le nom de son compagnon, mais aussi que Keisha avait tout à fait raison dans ses déductions. Keisha sourit à nouveau, ce sourire qui rappelait au général Thompson les soldats vétérans quelques instants avant une embuscade parfaite. « Jake, un nom intéressant. Et toi, dit-elle en regardant directement le troisième, tu attends toujours le message de Cobra, n'est-ce pas? » La mention du chef du gang fit instinctivement reculer les trois hommes, comme si ce nom avait le pouvoir physique de leur faire du mal. Comment cette serveuse pouvait-elle connaître non seulement la structure de l'organisation, mais aussi le nom de code du chef que même sa propre famille ignorait? Ce qu'ils ignoraient, c'est que Keisha avait grandi dans la même cité où Marcus Cobra Rodriguez avait bâti son empire criminel. Elle avait vu cet homme recruter des garçons de sa propre classe, elle avait perdu 3 amis d'enfance à cause de cette vie, et elle s'était juré depuis l'âge de 16 ans qu'un jour, elle utiliserait toutes ses connaissances de ce monde pour changer les choses. Tony Marcelli, toujours caché derrière le comptoir, observait la scène avec un espoir et une admiration grandissants. La serveuse qu'il avait embauchée 6 mois plus tôt, principalement par pitié, s'il était honnête avec lui-même, révélait une intelligence et un courage qu'il ne lui avait jamais soupçonnés. Elle n'était pas seulement courageuse, elle était stratégique d'une manière qui lui donnait des frissons dans le dos. « Vous savez quel est le problème avec les gangs amateurs ?» demanda Keisha en s'avançant au lieu de reculer, un geste qui fit retenir leur souffle à tous les autres clients. « Ils sous-estiment toujours ceux qui contrôlent vraiment la situation. » C'est à ce moment-là que le téléphone portable du troisième braqueur vibra si fort que tout le monde dans le restaurant l'entendit dans le silence tendu qui s'était installé dans la salle. Il jeta un coup d'œil à l'écran et pâlit visiblement, même à travers son masque bon marché. Ses mains se mirent à trembler d'une manière complètement différente. Ce n'était plus la nervosité d'un débutant, c'était de la pure terreur. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura le chef, remarquant le changement radical dans le comportement de son compagnon. « Mec, on a un problème. » La voix du troisième voleur avait perdu toute sa fausse agressivité. Un très, très gros problème. « Quel genre de problème ?» demanda Jake en baissant complètement son arme. Le troisième voleur montra l'écran de son téléphone portable à ses compagnons, qui reculèrent tous comme s'ils avaient vu un serpent venimeux. Le chef se mit à transpirer encore plus, si c'était possible, et sa respiration devint irrégulière. « Ce n'est pas possible, » murmura Jake. « Pas ici. Pas aujourd'hui. » Le général Thompson comprit que quelque chose de fondamental était en train de changer dans la dynamique de la situation. La serveuse avait pris le contrôle psychologique total, et les voleurs commençaient à réaliser qu'ils s'étaient trompés de restaurant, de soirée et qu'ils avaient complètement sous-estimé la personne à qui ils avaient affaire. Keisha restait immobile, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son attitude, une confiance qui allait au-delà du simple courage. C'était comme si elle savait exactement ce qu'il y avait sur ce téléphone portable, comme si toute la situation se déroulait exactement selon un plan qu'elle seule connaissait. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, c'est que la véritable surprise de la soirée était encore à venir, et que ces 3 braqueurs amateurs étaient sur le point de découvrir que certaines personnes ne sont pas seulement résistantes face au danger, elles sont le danger. « Laissez-moi voir ce message », dit Keisha en tendant la main avec autant de désinvolture que quelqu'un qui demande à voir le menu. Les 3 braqueurs la regardèrent comme si elle venait de leur demander de voler jusqu'à la lune. L'audace de la serveuse avait dépassé toutes les limites de leur entendement. « Tu es folle ?» balbutia Jake, mais son arme était toujours pointée vers le sol, comme s'il avait complètement oublié pourquoi il était là.
Non, je suis pragmatique, répondit Keisha en faisant un pas en avant. Vous avez clairement reçu l'ordre d'abandonner la mission, et maintenant vous essayez de décider si vous allez obéir ou continuer cette mascarade pathétique. Le chef tenta de reprendre son autorité en pointant son arme directement sur son visage. Ce n'est pas toi qui commandes ici, petite. C'est alors que le général Thompson se leva lentement de sa table. Son mouvement était si délibéré, si contrôlé, que tous les clients du restaurant se retournèrent instinctivement pour le regarder. Ses 30 années de service militaire transparaissaient dans chacun de ses muscles tendus, chacun de ses pas calculés. Il ne dit pas un mot et se contenta de marcher vers le groupe. « Assieds-toi, grand-père » cria le deuxième voleur, mais sa voix trahissait sa panique. La présence du général avait complètement changé la donne. « Intéressant » murmura Keisha en observant la réaction des hommes. « Vous avez peur d'un homme désarmé, mais vous pensez pouvoir intimider une serveuse. Cela en dit long sur vous. » Ce que les agresseurs ignoraient, c'est que Keisha et le général s'étaient reconnus dès qu'elle avait souri pour la première fois. Pas personnellement, ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, mais il y avait une profonde reconnaissance entre deux personnes qui avaient survécu à des situations où la plupart auraient succombé. Le général Thompson s'arrêta à environ 2 mètres du groupe, les mains bien visibles, dans une posture non menaçante mais absolument imposante. « Messieurs, dit-il d'une voix basse et maîtrisée, vous semblez être confrontés à un dilemme tactique. »« Quel dilemme ?» grogna le chef, mais sa voix avait perdu toute conviction. « Le dilemme, » répondit Keisha avant que le général n'ait le temps de parler, « c'est que vous venez de découvrir que ce n'est pas n'importe quel restaurant, n'est-ce pas ?» Le troisième assaillant, toujours en possession du téléphone portable, regarda nerveusement ses compagnons. Le message qu'il avait reçu était clair. Abandonner immédiatement. Emplacement compromis. Retraite immédiate. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Keisha avait reconnu le restaurant de Tony non pas comme une cible choisie au hasard, mais comme un lieu fréquenté par des militaires et des agents fédéraux voyageant sur l'autoroute. Elle en avait servi des dizaines au cours des derniers mois, surprenant des conversations à voix basse sur des opérations de renseignement et des enquêtes en cours. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose », dit Keisha en croisant les bras avec l'assurance d'une enseignante expliquant un concept de base. « Il y a 3 mois, des agents fédéraux ont commencé à venir ici. Pas en tant que clients occasionnels, mais dans le cadre d'une opération de surveillance. » Les yeux du général Thompson s'illuminèrent d'un intérêt sincère. Cette jeune femme révélait des informations qui impressionneraient n'importe quel agent des services secrets. « La surveillance de quoi » demanda Jake, presque dans un murmure. « La trace de l'argent sale des raids serpents » répondit simplement Keisha. « Vous avez choisi de braquer le restaurant qui sert de point de ralliement à une opération fédérale contre votre propre gang. » Le silence qui suivit fut de mort. Même les autres clients cessèrent de sangloter, sentant que quelque chose de fondamental avait changé dans la situation. Le chef se mit à transpirer encore plus abondamment. « C'est impossible. » Personne ne savait. « Quelqu'un savait, » l'interrompit le général Thompson, d'une voix empreinte d'autorité militaire. « Et maintenant, vous savez pourquoi vous avez reçu ce message. » Ce qui s'était réellement passé était encore plus impressionnant. Keisha avait grandi non seulement dans les rues de Détroit, mais plus précisément dans le quartier où la famille de l'agent spécial Marcus Rivera, chargé d'enquêter sur les raids serpents, avait déménagé après avoir reçu des menaces de mort. Elle avait gardé ses enfants pendant 2 ans, écoutant d'innombrables conversations téléphoniques sur les comportements criminels et les opérations de renseignement. Lorsque Rivera avait commencé à fréquenter Tony 3 mois auparavant, elle avait immédiatement reconnu les signes. La façon dont il s'asseyait toujours dos au mur, dont il photographiait discrètement les plaques d'immatriculation suspectes, dont il prenait des notes dissimulées sur des serviettes en papier. La question maintenant, continua Keisha, est de savoir si vous êtes assez intelligent pour sortir d'ici avant que la situation ne s'aggrave pour nous tous. Puis elle fit quelque chose qui laissa tout le monde dans le restaurant complètement stupéfait. Calmement, elle se dirigea vers la caisse, tapa un code et le tiroir s'ouvrit. « Tony », appela-t-elle sans quitter les voleurs des yeux, « tu peux sortir de derrière le comptoir maintenant. Nos visiteurs s'en vont. » Tony Marcelli se leva lentement, confus mais obéissant. « Keisha, comment as-tu » ? « J'ai appris le code en vous regardant ouvrir la caisse tous les jours depuis 6 mois, » répondit-elle en sortant quelques billets. « Tenez, » dit-elle en tendant l'argent au chef des voleurs. « $200. Ça vous suffira pour acheter de l'essence et partir d'ici avant que les fédéraux ne décident de transformer cet endroit en scène de crime. » Cette générosité inattendue laissa tout le monde sous le choc. Elle ne se contentait pas de vaincre les voleurs, elle leur offrait une sortie digne. « Pourquoi faites-vous cela » demanda le chef, sincèrement perplexe. « Parce que, répondit Keisha,
Vous n'êtes que 3 gamins stupides qui ont pris une décision encore plus stupide. Mais vous n'êtes pas des meurtriers. Et je préfère vous voir sortir d'ici vivant plutôt que de devenir des statistiques dans une opération fédérale ratée. Le général Thompson observait la situation avec une admiration grandissante. Cette jeune femme ne se contentait pas de contrôler la situation, elle transformait un bain de sang potentiel en une leçon d'humanité. Le 3e agresseur rangea son téléphone portable et fit signe à ses compagnons. « Mec, on doit se tirer d'ici. Maintenant. »« Mais, comment ça, Jack ? » ?»« Maintenant !» cria le chef, comprenant enfin la gravité de la situation dans laquelle il s'était mis. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, le chef s'arrêta et se tourna vers Keisha. « Comment saviez-vous tout cela ?» Elle sourit à nouveau, ce même sourire qui avait déconcerté le général dès le début. Parce que parfois, quand on grandit en survivant dans des endroits où la plupart des gens mouraient, on apprend à lire des signes dont les autres ignorent même l'existence. Alors que les 3 hommes disparaissaient dans la nuit, ne laissant derrière eux que l'écho de leurs pas précipités, tout le monde dans le restaurant resta dans un silence absolu, essayant de comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. Mais la véritable surprise de la nuit était encore à venir, car aucun des présents n'imaginait que cette démonstration d'intelligence et de compassion avait été observée par quelqu'un qui allait complètement changer le destin de Keisha Williams. 30 secondes après la disparition des agresseurs dans la nuit, le téléphone portable de Keisha vibra, annonçant l'arrivée d'un message qu'elle attendait depuis des semaines. Phase 1 terminée avec succès. Les Red Snacks ont mordu à l'hameçon. Lancement de la phase 2 de l'opération. Le général Thompson observait chacun des gestes de Keisha, tandis qu'elle tapait calmement sa réponse. Suspect neutralisé sans violence. Emplacement confirmé pour l'interception sur l'autoroute. C'est alors que toutes les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit du soldat chevronné. Cette jeune femme n'avait pas seulement contrôlé un braquage, elle avait orchestré une opération de renseignement avec la précision d'un stratège aguerri. « Agent Rivera », dit Keisha à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier, « vous pouvez lever la surveillance. » Les oiseaux se sont envolés droit dans la cage. Une voix provenant d'un petit appareil discrètement fixé à son bureau répondit « Confirmé, agent Williams. » Les équipes tactiques et d'interception sont en position. 17 cibles identifiées et encerclées simultanément. Le restaurant fut plongé dans un silence complet. Tony Marcelli sortit de derrière le comptoir, les yeux écarquillés de stupeur. La famille Henderson cessa de sangloter, réalisant peu à peu qu'elle n'avait pas été témoin d'un simple braquage, mais d'une opération fédérale minutieusement planifiée. « Vous êtes tous des agents fédéraux ?» demanda Madame Henderson d'une voix incrédule. « Pas tous », répondit Keisha avec un sourire sincère. « Seulement certains d'entre nous. » Ce que personne ne savait, c'est que Keisha Williams n'était pas seulement une ancienne consultante de la police de Détroit. Elle était un agent infiltré du FBI spécialisé dans les opérations de renseignement contre les organisations criminelles. Sa formation en psychologie criminelle avait été financée par l'agence elle-même, qui avait reconnu son talent exceptionnel pour décrypter les comportements dès ses débuts en tant que consultante bénévole. À 24 ans, elle avait contribué à démanteler 3 cellules internationales de trafic en utilisant uniquement l'analyse comportementale et l'infiltration sociale. À 26 ans, elle avait mis au point une méthode révolutionnaire pour identifier le blanchiment d'argent à partir des habitudes de consommation dans les petits commerces. Aujourd'hui, à 28 ans, elle était sur le point de mener à bien l'opération la plus ambitieuse de sa carrière. Le général Thompson se leva lentement, un sourire d'admiration sincère illuminant son visage. « Agent Williams, je présume ? » « Agent spécial Keisha Williams, division du crime organisé », répondit-elle en se détendant enfin après avoir maintenu une posture rigide toute la soirée. « Et vous devez être le général Marcus Thompson, conseiller militaire du département de la sécurité intérieure. Comment diable avez-vous » commença Tony, mais il s'interrompit en voyant l'expression sur le visage de Keisha. « Il y a 6 mois, lorsque j'ai postulé pour ce poste, ce n'était pas un hasard, monsieur Marcelli. Ce restaurant est devenu un point de chute pour les membres des Red Serpents qui transportent de l'argent sale le long de l'autoroute. Nous avions besoin de quelqu'un à l'intérieur pour cartographier leurs habitudes et identifier les principaux responsables. » Elle se dirigea vers l'une des tables et retira discrètement un petit appareil d'enregistrement collé sous la surface. Elle fit de même avec 2 autres tables, révélant que pratiquement tout le restaurant était sous surveillance depuis des mois. Au cours de ces mois, nous avons enregistré des centaines d'heures de conversation, identifié toute la hiérarchie de l'organisation et, surtout, découvert qu'il prévoyait d'utiliser 3 recrues pour un « test de courage » qui servirait de diversion pour une opération beaucoup plus importante. Le général Thompson acquiesça avec admiration. L'opération de ce soir n'avait pas pour but d'empêcher un braquage. Il s'agissait de cartographier l'ensemble du réseau. Exactement, confirma Keisha.
Ces 3 garçons avaient été envoyés ici en sachant qu'ils échoueraient. Marcus Cobra Rodriguez, le chef du gang, les considérait comme des pions jetables, une diversion parfaite. Pendant qu'il créait cette diversion pathétique, les vrais criminels transféraient 2 millions de dollars provenant du trafic de drogue à travers la ville. Mais maintenant, son téléphone portable vibra à nouveau. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sourit avec une profonde satisfaction. Maintenant, nous avons non seulement l'argent, mais aussi les 17 membres de la hiérarchie intermédiaire du gang, y compris 3 chefs régionaux qui pensaient être très malins en utilisant un restaurant routier comme refuge pour leurs opérations. La famille de touristes du Midwest observait cette révélation avec une fascination grandissante. Le père, le directeur d'une compagnie d'assurance qui, quelques minutes plus tôt, tremblait de peur, avait maintenant l'air de regarder le meilleur film d'action de sa vie. « Mais comment saviez-vous qu'il viendrait précisément aujourd'hui » demanda Jake Henderson, le fils adolescent de la famille, visiblement impressionné. Keisha rit doucement. « Parce que nous avons fait passer l'information selon laquelle ce restaurant était une cible facile et lucrative par l'intermédiaire d'un informateur en qui ils avaient entièrement confiance. Derek Shadow Martinez, un petit dealer de drogue qui a été arrêté il y a 2 mois et qui a décidé de coopérer en échange d'une réduction de peine. Nous avons manipulé toute la situation depuis le début. » Elle omit de mentionner que Derek était son informateur depuis près d'1 an avant d'être officiellement arrêté. Son arrestation avait également été mise en scène afin de lui assurer une crédibilité totale au sein de l'organisation. Puis elle regarda directement le général Thompson. « En fait, général, votre présence ici aujourd'hui n'était pas non plus une coïncidence. » Le vétéran militaire haussa un sourcil. « Ah bon ? » Le FBI développe actuellement un nouveau programme de formation à l'analyse comportementale dans les situations de crise. Nous avons besoin d'un consultant militaire expérimenté qui maîtrise à la fois la stratégie et la psychologie sous pression. Votre nom a été suggéré par le Pentagone comme étant la personne la plus qualifiée pour diriger ce projet. Le général Thompson éclata d'un rire sincère et chaleureux. J'ai donc été recruté sans le savoir. La meilleure façon d'évaluer quelqu'un, répondit Keisha, c'est de l'observer dans une situation réelle et non simulée. Et je peux dire que vous avez réussi le test haut la main. Votre capacité à analyser la situation, à rester calme et à évaluer les risques correspondait exactement à ce que nous recherchions. Le couple de personnes âgées, qui avait été terrorisé par les voleurs quelques minutes plus tôt, observait maintenant tout avec fascination. « Chérie, murmura l'homme à sa femme, je crois que nous venons de participer à un épisode du FBI plus passionnant que tout ce qu'on voit à la télévision. » À ce moment-là, des sirènes se mirent à retentir au loin, non pas en direction du restaurant, mais en roulant à toute vitesse sur l'autoroute. L'opération d'interception se déroulait exactement comme prévu, à plusieurs endroits de la ville. 17 arrestations simultanées, murmura Keisha en lisant les dernières informations sur son téléphone portable. 2 millions de dollars en argent sale saisi. 3 laboratoires de méthamphétamine démantelés. Et une organisation criminelle qui opérait depuis 10 ans enfin démantelée. Mais d'autres informations arrivaient. 4 comptes bancaires offshore gelés. 12 propriétés saisies. Et, dit-elle avec un sourire particulièrement satisfait, Marcus Cobra Rodriguez arrêté en flagrant délit alors qu'il tentait de détruire des preuves dans son bureau. Tony Marcelli s'approcha, encore en train d'assimiler tout cela. Donc, pendant ces 6 mois, pendant que vous serviez le café et nettoyiez les tables, je recueillais des informations sur l'une des opérations de blanchiment d'argent les plus sophistiquées de la région, termina Keisha. Et je peux dire que votre café italien est vraiment exceptionnel. Cela ne faisait pas partie de ma couverture, j'ai vraiment apprécié chaque tasse. Tony rit, soulagé et fier. Au moins, mon café a passé le test du FBI. Ce qui impressionna le plus le général Thompson, ce n'était pas seulement la compétence technique de l'opération, mais la façon dont Keisha avait conservé son humanité tout au long du processus. Elle avait neutralisé 3 assaillants armés sans violence, protégé des civils innocents et même offert une seconde chance à de jeunes criminels. Une question, agent Williams, dit le général. Pourquoi avez-vous donné de l'argent aux assaillants? Ils ont commis des crimes fédéraux. Keisha cessa de ranger son équipement et le regarda droit dans les yeux. Parce que j'ai reconnu en eux quelque chose que j'ai vu chez beaucoup d'enfants de mon quartier. Ils ne sont pas nés criminels, ce sont des jeunes désespérés qui ont fait de très mauvais choix. Parfois, général, la véritable victoire n'est pas de punir les petits délinquants, mais de leur donner une chance de choisir une autre voie avant qu'il ne soit trop tard. Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre où les 3 jeunes hommes avaient disparu dans l'obscurité. De plus, nous connaissons leur identité depuis des semaines. S'ils choisissent de continuer dans la criminalité, nous les retrouverons. Mais s'ils font un autre choix,
Elle haussa les épaules. Qui sait? Peut-être qu'un jour, l'un d'entre eux se présentera pour devenir agent fédéral. Le général Thompson acquiesça, impressionné. Stratégie, compassion et efficacité. Une combinaison rare. J'ai appris des meilleurs, répondit Keisha. Et aussi des pires. Grandir dans la banlieue de Détroit vous apprend que la justice sans humanité n'est qu'une vengeance déguisée. À ce moment-là, tout le monde dans le restaurant comprit qu'il avait été témoin non seulement d'une opération fédérale réussie, mais aussi d'un exemple rare de la façon dont la justice et la compassion peuvent coexister même dans les situations les plus dangereuses. L'appareil de communication de Keisha grésilla à nouveau. Agent Williams, le directeur Morrison est sur la ligne. Félicitations pour l'opération. Nous la considérons comme un succès total. Mais la nuit réservait encore une dernière surprise qui allait non seulement transformer l'avenir de toutes les personnes impliquées, mais aussi redéfinir ce que signifiait servir et protéger dans une Amérique où les héros ne portent pas toujours des uniformes, mais parfois simplement des tabliers de serveuse. 6 mois plus tard, Keisha Williams était assise dans un bureau avec une vue panoramique sur Washington, D.C., en train de signer les derniers documents de sa promotion officielle au poste de superviseur spécial de la nouvelle division d'analyse comportementale du FBI. L'opération Red Serpent était devenue une étude de cas dans les académies de police à travers le pays. 17 criminels condamnés, 2 réseaux internationaux de blanchiment d'argent démantelés et une méthode d'infiltration révolutionnaire qui était reproduite dans des opérations similaires dans 6 États différents. Le général Marcus Thompson frappa légèrement à la porte et entra, portant une mallette militaire. « Agent superviseur Williams », dit-il avec un sourire respectueux, « je suis venu vous remettre mon rapport final sur le programme de formation. » « Je m'habitue encore à ce titre, » répondit Keisha en riant et en lui faisant signe de s'asseoir. « Alors, comment se sont passés les premiers groupes de recrues? » « Extraordinairement bien. Votre méthode d'analyse comportementale en situation de crise forme une nouvelle génération d'agents qui savent réfléchir avant d'agir, observer avant de juger. » Il marqua une pause, regardant par la fenêtre. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus? Comment une serveuse de 28 ans a réussi à enseigner la stratégie réelle à des vétérans militaires ayant des dizaines d'années d'expérience. Le Tony S. Dîner était devenu un arrêt obligatoire pour les agents en formation. Tony Marcelli, désormais officiellement engagé comme consultant du FBI pour les opérations d'infiltration, accueillait chaque semaine des groupes venus s'initier à l'infiltration dans des établissements commerciaux. Sa femme Rosa était devenue la mère de substitution de dizaines de jeunes agents qui avaient besoin d'apprendre à se fondre dans les communautés locales. « J'ai reçu une lettre intéressante hier, » dit Keisha en prenant une enveloppe sur son bureau. Elle vient des 3 types qui ont braqué le restaurant cette nuit-là. Le général Thompson haussa les sourcils. Jake et les autres. Jake est en 2e semestre de commerce dans un établissement d'enseignement supérieur. Le deuxième, Marcus, a trouvé un emploi dans un garage et économise pour créer sa propre entreprise. Et le chef, Derek, travaille comme instructeur dans un programme de prévention de la violence chez les jeunes. La lettre était écrite sur du papier ordinaire, mais les mots étaient forts. « Officier Williams, nous n'oublierons jamais que vous nous avez donné une seconde chance alors que vous auriez pu nous livrer à la police. Vous ne nous avez pas considérés comme des criminels, mais comme des enfants perdus qui avaient besoin d'être guidés. Aujourd'hui, chacun d'entre nous construit un avenir meilleur. Merci de nous avoir montré que parfois, la plus grande force ne vient pas d'une arme, mais du choix de voir le potentiel des personnes que tout le monde a abandonnées. » L'organisation des Red Serpents avait été complètement démantelée. Marcus Cobra Rodriguez avait été condamné à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Ses lieutenants avaient reçu des peines similaires. Plus important encore, le vide laissé par le gang n'avait pas été comblé par une autre organisation criminelle, mais par des programmes de développement communautaire pour les jeunes financés par l'argent confisqué lors de l'opération. « Vous savez ce que j'ai appris ce soir-là au restaurant ?» demanda Keisha en rangeant les documents sur son bureau. « Que les gens portent 2 types de jugements lorsqu'ils vous voient. D'abord, ils décident qui vous êtes en fonction de votre apparence, de votre travail ou de vos origines. Ensuite, ils décident de ce dont vous êtes capable en se basant sur ses premières impressions erronées. » Le général Thompson acquiesça. « Et lorsque ces jugements sont fondés sur des préjugés, ils deviennent le plus grand avantage stratégique que vous puissiez avoir, » a conclu Keisha. « Car pendant que vos adversaires vous sous-estiment, vous observez, apprenez et vous préparez à faire exactement ce qu'ils pensent impossible. » La famille Henderson était revenue 3 fois au Tony S. Dîner depuis cette nuit-là. Lors de leur dernière visite, Madame Henderson avait présenté ses excuses officielles à Tony pour ses propos racistes. « Cette nuit-là a changé notre famille », avait-elle admis. « Nos enfants savent désormais que les héros peuvent être de toutes les couleurs et exercer toutes les professions, et que les jugements hâtifs vous empêchent de voir la véritable grandeur. »
Le docteur Rivera, l'agent qui avait coordonné l'opération, avait envoyé un rapport au directeur du FBI soulignant non seulement le succès technique de la mission, mais aussi l'approche humanitaire dont Keisha avait fait preuve sur le terrain. Elle ne se contente pas de neutraliser des criminels, écrivait-il, elle transforme des situations potentiellement violentes en opportunités de rédemption. Une question générale, dit Keisha en se levant pour regarder par la fenêtre où Washington bouillonnait de vie. Si quelqu'un vous avait dit il y a un an qu'une serveuse dans un restaurant routier allait fondamentalement changer la façon dont le FBI forme ses agents, qu'auriez-vous pensé? Le général Thompson rit de bon cœur. J'aurais probablement douté. Et cela aurait été une erreur de ma part. C'est exactement cela. Les plus grandes erreurs stratégiques viennent du fait de sous-estimer les gens sur la base d'apparences superficielles. Les criminels le font. Les organisations le font. Parfois, même les gentils le font. Keisha prit une photo encadrée sur son bureau. Une photo d'elle servant du café chez Tony, prise à son insu pendant l'opération. Je garde cette photo pour me rappeler qu'on ne sait jamais qui sert notre café, nettoie notre bureau ou nous sourit poliment pendant qu'on révèle nos pires préjugés. Cette soirée au restaurant avait prouvé quelque chose de fondamental. La véritable force ne vient pas des armes ou de l'autorité, mais de la capacité à voir des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes, à rester calme quand les autres paniquent et à choisir la compassion quand il serait plus facile de choisir la vengeance. Ceux qui avaient douté d'une simple serveuse ont découvert qu'elle était en fait l'une des agents les plus compétents du bureau. Mais plus encore, ils ont découvert que leurs propres limites de vision les avaient empêchés de reconnaître l'excellence alors qu'elle se trouvait juste devant eux. Car parfois, la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle que tout le monde ignore. Et la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous sous-estiment, mais de réussir à tel point qu'ils passent le reste de leur vie à se demander comment ils ont pu être aussi aveugles. Si cette histoire sur le fait de ne jamais sous-estimer les gens en se basant sur leur apparence vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui montrent comment le courage, l'intelligence et l'humanité peuvent transformer les situations les plus impossibles en victoires qui inspirent des générations.